Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, on va faire donc un podcast qui sera peut-être relativement fleuve, je ne sais pas encore, et surtout parce que j'ai un invité de marque, bien sûr, comme régulièrement sur la chaîne, mais là, c'est un invité de marque, parce que je tiens vraiment à insister sur ce point, parce que j'apprécie particulièrement sa chaîne, et pour moi, ça n'engage que moi, mais je le dis quand même, c'est clairement pour moi une des meilleures chaînes actuellement de cinéma sur YouTube qui traite de cinéma, d'analyse filmique et d'éléments totalement métafilmiques aussi. Donc le cinématographeur Victor. Dans un premier temps, avant de commencer ce podcast, si vous ne connaissez pas, et j'espère limite potentiellement que vous ne connaissez pas parce que vous allez découvrir quelque chose d'assez génial, d'autant qu'on a parlé de Jurassic Park très récemment sur la chaîne et il a fait 2 vidéos, j'ai vu que la première encore, mais absolument incroyable sur Jurassic Park. Donc stoppez le podcast maintenant et allez vous abonner dans un premier temps, comme ça vous revenez après et vous saurez comment ensuite, où est-ce que vous devez vous diriger. Donc voilà, bienvenue d'abord Victor, et puis je vais te laisser peut-être te présenter rapidement, donner un petit peu la manière dont tu travailles le cinéma sur ta chaîne, peut-être présenter rapidement, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors bonjour Romain, bonjour à tout le monde. Merci déjà. Maintenant j'ai un gros poids sur les épaules avec ce que tu viens de dire à propos de ma chaîne. Alors pour l'instant c'est une toute petite chaîne, elle a à peine 5 mois, mais les gens commencent à en parler pas mal. Donc déjà merci pour tes compliments. Ça me touche beaucoup parce que je bosse énormément dessus. Donc c'est une chaîne un peu particulière parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment comme ça sur YouTube en tout cas. C'est le fait d'analyser le cinéma exactement comme on analyse un roman de Zola en cours de français en première L. C'est vraiment de l'analyse en profondeur sur ce que ça veut dire, les métaphores, le symbolisme, mais tout ça à travers le langage du cinéma. Donc ça veut dire concrètement, quand un réalisateur place sa caméra quelque part, est-ce qu'il veut dire quelque chose avec? Quand il fait une coupe, est-ce que ça veut dire quelque chose? Quand il met sa caméra plus haut, plus bas, quand il fait un panoramique, quand il va d'un endroit à l'autre, quand il la fait bouger, quand il met des couleurs sur ses personnages, quand il fait certains mouvements de caméra, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et bizarrement, moi j'utilise ça pas pour, comme en cours de français, faire les grands classiques, ou en cours de cinéma, on pourrait faire du Godard, du Rossellini, du Antonioni, des films un peu cahiers du cinéma où on sent qu'il y a des idées de réalisation derrière, mais en fait sur les blockbusters hollywoodiens, donc James Cameron, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, enfin des gros films à 150 millions de dollars à chaque fois, pour essayer de montrer qu'il y a quand même des artistes qui se cachent derrière ces films. Voilà, désolé, c'était un petit peu long. Non, mais c'est très très bien, au contraire, je trouve c'est un très bon, et en plus, voilà, moi je trouve il y a un point quand même que je veux souligner, que tu dis, qui est intéressant, tu parles de comme en cours, on fera en cours en littérature, en français, en première ou en terminale. Je trouve que t'as une approche, moi, qui me plaît beaucoup, parce que c'est extrêmement pédagogique aussi. Alors je sais pas si c'est une démarche de part. Que des images, hein. Chaque fois j'ai essayé que ça soit hyper ludique et didactique. Donc quand on parle de Jurassic Park, mais voilà, je montre tel plan, voilà, il se passe ça dans tel plan, il y a tel mouvement de caméra, ça peut vouloir dire ça, et ça peut vouloir dire ça. Est-ce que il le réitère après dans le film? Oui, il le fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc évidemment, ça veut dire que c'est conscient de sa part, qu'il y a une vraie volonté. Et puis qu'est-ce que ça veut dire dans le film Jurassic Park, par exemple? Ça parle que de qu'est-ce que c'est que de faire des images de synthèse pour la première fois de l'histoire du cinéma, quasiment montrer des choses qui n'existent pas à l'écran, et qu'est-ce que ça va vouloir dire. Donc, mais on n'est pas là pour parler de Jurassic Park. Non, mais c'est vachement intéressant. En fait, on pourrait t'écouter des heures dessus, c'est pas de souci, c'est très très bien. Mais c'est intéressant parce que tu montres tout ce qui est la porosité entre le filmique et le métafilmique. Enfin, allez-y, foncez. C'est un petit bonheur à écouter. Donc voilà, et puis je pense que vous l'avez déjà vu, vous auditeurs, vous l'avez déjà écouté, il est passionnant, donc allez-y, c'est important. Il faut. Je tiens à dire que c'est vraiment quelque chose qui se regarde, oui. Parce que c'est on m'écoute parler là de temps en temps, je peux être un peu pompeux, mais là c'est basé sur des images à chaque fois, donc c'est très ludique, c'est vraiment il est filmé comme ça, il y a tel plan, donc ça peut faire un peu long les vidéos au départ, mais comme il y a beaucoup de choses à dire sur chaque film, ça peut faire peur, mais il faut au moins regarder une vidéo et se faire ton avis. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais parlons du sujet qui nous importe aujourd'hui. Oui, puisque aujourd'hui, donc nous allons, alors c'est pour le coup, c'est ton premier, il me semble, la première fois que tu fais une sorte de podcast un petit peu comme ça. C'est mon premier podcast, exactement. Voilà, au débeauté, si je puis dire, selon l'expression consacrée.
Et donc on a décidé, alors parce qu'on a discuté un petit peu sur quoi on pourrait se retrouver, et alors autour pour le coup d'un film, parce qu'on avait, je crois, on avait discuté pas mal notamment du retour qu'il y avait eu sur Capture Mag, il me semble. Et je sais plus exactement comment on a rebondi dessus, mais en tout cas on a été venu en parler de Candyman, en tout cas de la version récente, donc 2021, réalisée par Nia DaCosta. Donc on va revenir un petit peu sur cette base de sortie récente, hein, qui est ce Candyman là. Mais on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose autour de Candyman et autour donc du film de 92 de Bernard Rose et du film de Nia DaCosta, donc de 2021, donc sorti donc pour le coup très récemment. Et donc voilà, l'idée c'est de faire un petit podcast, travailler peut-être la carte de l'analyse comparative dans une certaine mesure. Alors tout ça bien sûr de manière un petit peu détendue, informelle, d'échanger. Alors on n'a pas vraiment beaucoup discuté pour savoir un petit peu ce qu'on avait pensé, même si je pense qu'on a à peu près le même avis sur pas mal de choses, mais on n'a pas discuté en profondeur. Donc l'idée voilà, ça va être un petit peu d'échanger sur ces deux films-là. Jouer peut-être la carte encore une fois de l'analyse comparative, parce que de toute façon je pense que les films encouragent beaucoup à ça, en tout cas ils se répondent sur pas mal de points à ce niveau-là. Et puis voilà, déjà un petit peu voilà, revenir sur l'original, puis basculer tranquillement sur le récent, et voir un petit peu si c'est intéressant ou pas, cette relecture qui avait été proposée à la base comme étant une sorte de remake, mais qui est pas vraiment un remake, qui est même plutôt une suite à part entière, qui fait abstraction de Candyman 2 et 3. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Qu'est-ce que ça apporte? Etc., etc. Donc on va essayer un petit peu de disserter là-dessus, de réfléchir là-dessus, de discuter là-dessus. Et donc dans un premier temps, on va commencer par partir sur l'original, le premier film de Bernard Rose qui est de 1992, adapté de Clive Barker, d'une courte nouvelle qui s'appelle The Forbidden, nouvelle que Clive Barker lui-même d'ailleurs avait adapté dans un très très court métrage qui a été tourné en 16 mm à l'époque, qui ne ressemblait en rien au film au film de Bernard Rose. Et donc pour le coup, voilà, Bernard Rose va être amené à travailler, donc réalisateur britannique absolument passionnant pour lequel j'ai pour ma part énormément d'amour, même dans ses films les plus étranges comme Sextape par exemple, qui est un film récent un peu bizarre dont j'ai parlé sur la chaîne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller vous balader. Et donc pour rapidement contextualiser la chose, peut-être raconter l'histoire le concept du Candyman en tout cas tel que l'a retravaillé Bernard Rose. Alors aussi on notera Philippe Glass à la musique, mais ça on y reviendra. On suit le personnage d'Helen Lyle, donc qui est une jeune étudiante qui est mariée avec un des professeurs, je sais plus si c'est son directeur de thèse ou pas, j'ai un doute sur ce point-là, mais en tout cas elle fait une thèse sur les légendes urbaines et elle va être confrontée à une légende urbaine dans une banlieue très pauvre qui s'appelle Cabrini Green, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le remake. La légende du Candyman, donc qui est une créature, une émanation. On viendra un petit peu sur la nature de cette créature certainement à un moment donné, qui peut être invoquée lorsqu'on dit 5 fois son nom dans un miroir, et dès lors il va apparaître derrière vous et tuer l'individu qui a prononcé son nom. Prendre ça très simplement. Donc voilà en gros la base, et elle va enquêter avec sa collègue Bernadette dans Cabrini Green, dans cette banlieue dangereuse, terrifiante à plein d'égards, et dans lequel semblerait voguer ce spectre, si on prend ça un petit peu simplement. Donc dans un premier temps, toi moi c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais que toi tu l'as redécouvert récemment, si je me trompe pas. Exactement, parce que c'est un film que j'avais vu à l'époque quand j'avais 12-13 ans, dans ma plus grosse période slasher, film d'horreur, tout ça, et c'est un film qui m'avait énormément déplu, tout simplement parce que c'est un film qui est très adulte, qui est très lent, qui parle de faits de société, et je m'attendais pas du tout en fait à ce que ça soit aussi lent, aussi austère, aussi triste en fait, parce que c'est un film d'horreur qui est extrêmement triste, avec beaucoup de meurtres en fait qui se passent hors champ. Donc c'est quelque chose qui va pas du tout en fait en profondeur dans l'horreur comme on pourrait s'attendre à Clive Barker, mais quelque chose de beaucoup plus viscéral en fait, et beaucoup plus intellectuel je trouve, et qui est vraiment quelque chose à redécouvrir, surtout de nos jours, qui est un film qui a pris en fait toute sa profondeur avec tout ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Donc je l'ai revu en fait après avoir vu le 2021, j'ai revu depuis quelques jours, et j'ai vraiment redécouvert ce film avec qui est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à prendre une claque comme ça devant Candyman. Je sais que toi, c'est un de tes films phares. T'as d'ailleurs un tatouage de Candyman, ce que tu m'as dit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui était vraiment fort pour toi, et j'ai enfin compris pourquoi. Je comprends que c'est bien que tu partes sur j'aime bien de partir sur ce point-là en fait, de dire que effectivement c'est pas un slasher comme les autres, c'est pas un slasher comme on pouvait en bouffer dans les années 80-90. Pour moi c'est même pas un slasher en fait, pour moi c'est un film fantastique, c'est un drame fantastique
avec une approche quand même très étrange, parce qu'effectivement il y a quelque chose de très intellectuel. Il y a effectivement le refus de mettre que le meurtre apparaisse vraiment dans le cadre. En fait, le meurtre est le plus souvent hors champ. Alors on y reviendra, peut-être qu'on parlera du remake, parce que on va dire de la suite, pardon, de Nia DaCosta. On va les nommer Candyman original et Candyman 2021. Ça va être plus simple comme ça parce que c'est effectivement. Alors de toute façon, avant quelque chose de très important, si vous n'avez pas vu le Candyman 2021, on va spoiler fond, et c'est dommage de se faire spoiler ce film parce qu'il y a quand même le film a ses problèmes, le film a des très très bons côtés. Personnellement, j'ai décidé de mettre de côté les problèmes et de me focaliser sur ce qui est bon dans le 2021. Donc vraiment, pour moi, c'est un film qu'il faut voir et qu'il faut découvrir surtout en ne sachant absolument pas la pérennité qu'il y a entre les deux films. Voilà. Donc surtout ne pas se faire spoiler quoi que ce soit, parce que ça serait dommage. C'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. D'ailleurs, ne pas se faire spoiler l'original non plus, ça serait dommage. Donc si vous n'avez pas vu ni l'un ni l'autre, regardez-les. Le 92 est très facilement trouvable un peu partout, et le 2021 est en salle, et comme il fait un petit buzz, ça devrait être en salle pour quelques semaines, donc allez-y. Mais tu as raison de mettre ce disclaimer, c'est important, parce que c'est vrai qu'effectivement on va spoiler méchamment, donc mieux vaut fuir à grande enjambée. Si vous n'avez pas vu, tout à fait raison. Et c'est vrai que même dans une certaine mesure, moi quand j'ai vu la version 2021 pour le coup, moi je savais pas que c'était une suite non plus, donc déjà en disant que c'est une suite, on spoil dans une certaine mesure quand même. Donc sauf que c'est dit partout on dit c'est dans les journaux, c'est dans les trucs, dès qu'on lit un truc sur le 2021, on dit oui, c'est la suite, alors que moi je suis allé le voir comme un remake, et le fait de le voir comme un remake, c'est très 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 intéressant. C'est vrai aussi, tout à fait. Donc peut-être pour revenir sur l'original dans un premier temps, parce qu'on va revenir sur le 2021 après de toute façon. C'est un film, ce qu'on disait, c'est un film qui est relativement particulier, qui a pas une approche normale tel que les slashers étaient faits dans les années 90. Ça arrive tardivement. En soi, si, parce qu'il c'est ça qui est absolument brillant, c'est qu'il ouvre là-dessus. Il ouvre sur tout ce que le film n'est pas, parce qu'il ouvre sur une scène absolument dégueulasse, filmée avec les pieds, avec deux acteurs, une blonde et un brun qui pourrait être le quarterback du lycée, qui est d'ailleurs filmé par le frère de Sam Raimi, qui est particulièrement intelligent de la part de Bernard Rose d'avoir utilisé cet acteur-là. Et donc c'est une scène qui est racontée par quelqu'un d'autre, où il se passe exactement tout ce qui se passait dans les slashers des années 80-90. Mais il y a effectivement cette approche de déconstruction du genre, en fait. C'est-à-dire que la première séquence est une séquence qui, effectivement, ramène directement au slasher pour montrer voilà ce que vous attendez, et dans la foulée casser la chose, déstructurer pour dire voilà ce que ce ne sera pas le film par la suite en réalité. Exactement. Une séquence qui d'ailleurs s'ouvre sur les règles, parce qu'il y a toujours des règles dans les films d'horreur qui sont d'ailleurs Scream et une déconstruction totale de ce que sont les règles du cinéma d'horreur. C'est pour ça que c'est brillant. Mais là justement dans le début ils expliquent les règles. Donc voilà, il faut se mettre devant le miroir et dire 5 fois Candyman pour qu'il arrive dans le miroir et qu'il vous tue. Et ce qui est très marrant, c'est que ça sera pas du tout le cas en fait dans le film. Tout à fait. C'est effectivement ces règles. Alors, j'ai pas mal pu lire de choses comme quoi déjà le premier d'ailleurs, c'est des critiques qu'on a déjà fait au premier, que ces règles-là ils ne les respectent pas en réalité, c'est-à-dire qu'ils posent des règles à l'origine. Absolument pas, justement. J'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera des légendes urbaines, parce que c'est un amalgame complet entre plein de choses. C'est une espèce de créature. Ce film, c'est une légende. En fait, le film fonctionne sur le principe de la légende urbaine, mais on y reviendra, je pense, un petit peu après, parce que c'est important de reprendre au tout début du film. Donc on a effectivement cette approche dans un premier temps qui est finalement une sorte de leurre pour leurrer le spectateur, dire voilà encore une fois ce qu'est le slasher, ce que vous attendez, et voilà ce que ce ne sera pas. Et je trouve que justement le générique qui va suivre, qui est le générique avec la musique de Philip Glass notamment, qui est ce plan zénithal sur les buildings les HLM fondamentalement de Cabrini Green. Philip Glass, pour revenir sur ce point, donc c'est important quand même, parce que c'est un mec qui vient du documentaire en grosse partie, et d'un film que vous connaissez tous, je pense, que je vais avoir beaucoup de mal à prononcer, comme d'habitude, évidemment. Koyaanisqatsi. Voilà. Il y a Pouyakwatsi, Koyaanisqatsi, et je suis pas sûr qu'il ait fait la musique de Baraka. Je crois pas que je suis pas sûr, ce sera vérifié. J'ai pas vérifié ça. Les mêmes réalisateurs, mais je pense pas qu'il ait fait la musique. Mais effectivement, il y a une approche pour le coup très documentaire, et le film va rompre ce côté
extrêmement qui est de l'ordre de la fiction, de la diégèse, on va dire, du slasher. Il va rompre ça pour, dans un générique, te ramener à quelque chose finalement de très terre à terre qui est propre au documentaire, en fait. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Tout le début du film, d'ailleurs, se base comme un espèce de docu-fiction. C'est ça qui est fascinant, et c'est pour ça que je trouve que la musique de Philip Glass est géniale là-dessus, alors que Philip Glass a détesté le film quand il est sorti, parce qu'il a dit que c'était qu'on lui avait dit, voilà, tu vas enfin faire une musique d'un film de fiction, un espèce de gros slasher, et Philip Glass s'est retrouvé face à cette espèce de film métaphysico, vaguement horrifique, qui n'était pas du tout ce qu'on lui avait vendu au départ, parce que le film a été énormément réécrit par Bernard Rose au fur et à mesure pour en faire, pour le commencer en fait effectivement comme un docu-fiction. Donc il part avec ce plan effectivement en plongée totale sur la ville de Chicago, et qui passe des beaux quartiers au quartier de Cabrini Green. Et tout en fait, tout le film va être une espèce de métaphore de la porosité en fait entre ces deux espaces, entre les espaces riches et les espaces pauvres, avec ce pont au milieu qui est filmé plusieurs fois dans le film et qui va faire la liaison entre les deux. La figure du pont est très très importante, la liaison entre les espaces. Et de toute façon, ça va être un film qui va ne parler que de différents espaces, donc je vais pas partir trop loin tout de suite, mais de base, quand je parlais du docu-fiction, c'est qu'en fait c'est donc effectivement basé sur une nouvelle de Clive Barker, mais c'est aussi basé, parce que Bernard Rose l'a entièrement réécrit, sur un vrai meurtre qui s'est passé dans des quartiers malfamés de Chicago, d'une femme qui avait été tuée, qui s'appelait Rosie McCoy, qui avait été tuée par un tueur qui vivait dans les murs, en fait, et qui est passé à travers le miroir de sa salle de bain, qu'on revoit dans le film. En fait, c'est des espèces d'appartements où les murs étaient tellement fins, qu'il n'y avait tellement pas d'isolation, qu'ils encastraient le miroir de la salle de bain dans le mur. Et en fait, si on désencastrait le miroir, on pouvait passer dans l'appartement d'à côté. Donc en fait, cette personne-là est arrivée dans son appartement, en fait, littéralement à travers le miroir. D'où la légende urbaine qui est née du Candyman. Si on l'appelle plusieurs fois, il va apparaître dans le miroir, parce qu'en fait, il a effectivement traversé le miroir pour la tuer. Donc cette femme qui a vraiment existé, qui s'est vraiment fait assassiner, qui s'appelle Rosie McCoy, ça c'est important, parce que dans le film, en fait, la femme qui s'est fait tuer s'appelle effectivement Rosie Jean, qui prend le prénom de cette femme qui s'est vraiment fait tuer. Et le nom de famille de cette femme qui s'est fait tuer, McCoy, sera le nom de famille de Anne-Marie, la voisine dont le bébé se fait enlever, et qui sera partie intégrante donc du Candyman 2021. Et donc déjà il y a une porosité en fait entre la réalité et la fiction, exactement comme le sont les légendes urbaines en fait, qui se mettent toujours sur des éléments de réalité pour partir après pour les empouler et en créer des mythes. Tout le film Candyman va commencer là-dessus, sur ces gens qui disent, ah mais je l'ai lu dans les journaux, et qui racontent des histoires. Et d'ailleurs les premiers mots du film disent it's totally true, je vous assure, c'est vrai. Et c'est les premiers mots du film, je vais vous raconter une histoire et en plus elle est vraie. Et donc en fait, rien que par la première phrase, le film met en porte-à-faux entre la réalité et la fiction, ce qui va être en fait pendant tout le film, parce il joue beaucoup avec le spectateur sur est-ce que ce qu'on est en train de voir est vraiment vrai, est une réalité, ou c'est une légende, c'est une légende urbaine, parce que à un moment dans le film, on est complètement perdu pour savoir si Hélène est ou pas l'instigatrice de ces meurtres. Oui. Et à un moment, même elle non plus, elle est plus très sûre de la porosité en fait entre la réalité et la fiction. Et tout va être basé là-dessus. Donc en fait, entre ce passage entre plusieurs espaces, entre réalité et fiction, entre fantastique et réalité, entre réalité et légende urbaine, et donc il va y avoir même un moment où c'est métaphorisé par un plan absolument génial, où elle passe justement à travers le miroir. Elle est à moitié dans le mur, elle passe à travers le miroir de la salle de bain. Mais pour finir par sortir par la gueule de Candyman, quand ce tag énorme qui est visuellement hyper impressionnant, ça ramène aussi à toute la question du miroir, pour le coup, qui est quand même l'élément, le centre névralgique de la narration, puisque le miroir, il y a ce jeu entre effectivement la porosité entre le réel et l'imaginaire, le réel et la fiction, le réel étant le miroir versé de la fiction et vice versa. Donc tout ça est très poreux entre les deux, c'est ce qui va susciter toute l'inquiétante étrangeté qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que pour que le fantastique fonctionne,
je l'ai déjà dit à plein de reprises sur la chaîne, hein, c'est ce qu'on trouve chez Freud, mais pour que le fantastique fonctionne, il faut qu'il soit ancré le plus possible dans la réalité. C'est ce qui va créer l'angoisse, c'est parce qu'elle est sourde, et c'est ça qui fonctionne pendant tout le film, c'est que cette créature qu'est le Candyman, c'est une sorte de menace sourde, on n'est pas vraiment dans le fantôme à part entière, on est dans quelque chose de métaphorique, dans quelque chose du concept qui va venir faire disjoncter la réalité, pour le faire basculer dans quelque chose d'autre, qui est presque analogue à la réalité, tout en n'étant pas la réalité totalement, et qui crée cette angoisse, cette ambiance extrêmement sordide, extrêmement glauque. Et je trouve que c'est ce que tu dis aussi sur la question de porosité entre les deux, c'est en plus renforcé, parce que comme tu dis très bien Hélène, on ne sait pas vraiment au bout d'un moment si c'est elle, et elle-même se pose la question. On parlait du hors-champ au tout début, c'est en ça que c'est intéressant l'utilisation du hors-champ, de ne pas montrer les meurtres, parce que ça suscite le doute chez le spectateur qui ne sait plus vraiment non plus où donner de la tête, si on est dans la réalité ou si on a basculé dans la fiction, si le fantastique existe vraiment de manière diégétique ou s'il existe dans la tête de l'héroïne. Et c'est la base du fantastique, et la question du point de vue, c'est confronter le spectateur à un point de vue biaisé sur la réalité, et c'est ça qui va créer encore une fois la gêne, le malaise. Et c'est exactement ça, la confrontation entre mon point de vue de spectateur et le point de vue d'Hélène qui est biaisé par cette légende qui est elle-même l'incarnation de ce point de vue biaisé sur une réalité qui ne devient fictionnelle parce qu'elle n'est plus réalité vu que le point de vue est biaisé, mais qui va créer justement encore une fois cette angoisse et une sorte de fantastique extrêmement puissant et finalement extrêmement concret et extrêmement... parce que le film a quelque chose de très intellectuel, quelque chose de très abstrait, mais en même temps, dans la manière dont il traite le film comme un docu-fiction quasiment, il y a quelque chose de très concret, de très terre-à-terre, de très palpable aussi. C'est pour ça que c'est très important justement qu'il se base sur une réalité sociétale très justement comme tu dis palpable, d'autant qu'en plus il y a cette idée encore docu-fiction sur le fait que là où il a filmé c'est vraiment la cité de Cabrini Green, et les jeunes qu'on voit qui font peur à Hélène et sa collègue au début quand elle rentre dans le film, ce sont vraiment des mecs de gang du quartier que Bernard Rose a engagés pour le film, en fait pour les engager dans le film pour plus ou moins assurer la protection de l'équipe du film qui allait filmer comme une équipe documentaire dans ces cités qui étaient pas les cités les plus malfamées de Chicago, mais qui étaient vraiment des cités qui craignaient à mort, d'autant qu'il y a une des actrices qui a reçu une balle dans sa voiture à un moment pendant le tournage. Donc c'est vraiment un truc qui a été fait sur place et qui transpire. Ça, c'est pas des décors. Donc tout a vraiment été fait sur place, et le fait que justement le film ouvre par Hélène qui vient donc des quartiers favorisés et qui va là-dedans et qui arrive avec son appareil photo qui vient documenter ça, il y a un miroir vraiment avec ce que va faire le réalisateur Bernard Rose dans son film, dont tous les deux la même tactique d'approche, où elle veut s'inspirer au maximum de cet endroit où est née la légende urbaine qui l'intéresse, donc la légende du Candyman, pour pouvoir étayer sa thèse. Et c'est exactement ce que fait Bernard Rose. Et encore une fois, il y a rien que dans cette approche, une porosité entre la réalité et la fiction. Et ça, c'est vraiment, c'est juste fascinant, en fait, rien que cette façon-là de faire. Hélène est fondamentalement presque Bernard Rose. Il y a quelque chose de la mise en abîme du film, ouais. Évidemment, oui, c'est cette approche documentaire que font les deux. Il y a un miroir. De toute façon, tout le film est construit en miroir, mais le début est vraiment très important, et on le verra après dans le 2021. Le fait que le personnage principal soit un artiste, ça renvoie évidemment à la réalisatrice Nia DaCosta qui a quelque chose à dire là-dessus. C'est un à une approche documentaire, l'autre à une approche artistique. Et en plus, il y a un double effet miroir aussi, puisque ça fait le fait qu'il soit un artiste et un peintre en particulier ramène aussi et fait un effet de miroir aussi avec le personnage de Daniel Robitaille, et ça crée la filiation qu'il y aura par la suite dedans aussi. Donc finalement, en fait, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement travaillé, pour que il y ait presque un jeu quasi antithétique entre tout ce qui est filmique et tout ce qui est métafilmique. En fait, c'est qu'il y a deux niveaux que se joue ce jeu de miroir-là, et c'est ça qui est fascinant, en fait, dans les deux, d'ailleurs. Mais on y reviendra plus tard, mais je pense qu'il y a vraiment, il y a deux écrivains sur le 2021, il y a Jordan Peele et il y a Nia DaCosta qui ont coécrit le film, avec un troisième qui est pas forcément très intéressant. Mais il y a vraiment deux visions qui parlent pas de la même chose dans le deuxième, et je pense que c'est ça qui a un peu troublé les gens. Il y a deux approches, il y en a une qui est vraiment sociétale et l'autre qui est artistique, et qui se montent un peu l'une sur l'autre par moment, ou ce qu'on pourrait reprocher au film. Mais on va continuer un peu sur l'original, parce qu'on a encore quelque chose à dire justement à propos de
de cette approche documentariste. Hélène qui fait une thèse donc sur les légendes urbaines, les légendes urbaines, et qui a cette espèce de regard de scientifique en fait qui est sur cette société et qui va la documenter, et pour moi le parallèle en fait avec le Candyman, on va le voir un peu après, se met déjà au début du film, parce qu'à la fin elle devient donc le Candyman, elle le rejoint, c'est une espèce d'histoire de Dracula, où en fait elle est plus ou moins la réincarnation de cette femme, parce que Daniel Robitaille donc a été un ancien peintre, peignait les hommes blancs fin 1800, il a été assassiné violemment, il a été brûlé, enduit de miel, on lui a mis un crochet à la place de la main parce qu'il avait osé coucher avec la fille d'une des personnes qu'il peignait, et il l'a mise enceinte. Toute cette idée justement de cet enfant qui va revenir dans le Candyman 2021, évidemment. C'est ce que tu disais. Et Hélène qui a cette approche scientifique et qui étudie un peu ce petit monde, et elle va y pénétrer de plus en plus. Mais en fait, c'est vu d'abord d'une manière extérieure, puis intérieure, parce qu'on a ce générique vu de haut. C'est un peu comme un scientifique qui regarde ces immeubles et cette société qui va s'opposer en fait après, parce que c'est elle elle met en scène le début, elle le photographie, et au bout d'un moment ça va s'inverser, parce que c'est elle qui va être mise en scène par le Candyman, et qui va reprendre en fait, Bernard Rose va reprendre en fait ces mêmes plongées qu'il y avait dans le générique du début, qui est ce regard du scientifique d'Hélène qui observe ce microcosme, et au bout d'un moment en fait ces figures en plongée totale vont être prises à chaque fois que le Candyman la met en scène quand elle aurait commis un meurtre. Et il y a un moment où vraiment il apparaît depuis le plafond et il descend vers elle. Donc il y a cette idée en fait de vision plongée qui les met en parallèle. Oui, voilà pourquoi j'avais expliqué ça. C'était l'histoire de Dracula, où effectivement elle a exactement la tête de cette femme qu'il avait mise enceinte avant, et c'est pour ça qu'il tombe plus ou moins amoureux d'elle, et que pendant tout le film en fait il va essayer de la détacher de sa famille, du monde dans lequel elle vit, de lui faire perdre plus ses attaches à la réalité et de l'entraîner en fait complètement dans la fiction. À la fin, elle devient elle-même une légende, elle devient un mythe. Mais c'est intéressant parce que quand tu parles, on peut aller vraiment, pour juste lâcher peut-être le mot, il y a quelque chose pour moi dans Candyman, tu lis, par cette dimension documentaire, qui est de l'ordre du film ethnologique, hein, il y a vraiment une approche ethnologique, anthropologique, à proprement parler, et qui mène à tout ce qu'on trouve très régulièrement et de manière récurrente dans le cinéma d'horreur, qu'on appelle l'inversion des valeurs. Tu parlais ça effectivement, qu'on a cette inversion de rapport progressive entre les deux personnages, qui va amener justement à ce qu'on a aussi pour le Candyman, c'est-à-dire le Candyman est le croque-mitaine, c'est le monstre, exactement comme Dracula, hein, fondamentalement, pour qui on va avoir énormément d'empathie aussi, qui va devenir dans une certaine mesure cette sorte d'anti-héros pour lequel on va avoir énormément d'émotions, en fait beaucoup plus que pour elle. Parce que dans une certaine mesure, moi au début je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi quand je vois au tout début, elle a ce point de vue effectivement de scientifique, ethnologique, anthropologique, qui est très condescendant dans une certaine mesure pour cette banlieue avec tous ces laissés pour compte qui sont parqués. Elle a ce regard de scientifique objectif, mais moi je trouve qu'il y a une certaine condescendance chez ce personnage qui progressivement va rentrer avec elle, avec nous, notre regard, parce qu'il y a quand même cette question qui est importante du regard des Blancs vis-à-vis des Noirs et de la culture des Noirs américains. On va pénétrer avec elle, avec notre point de vue, nos préjugés, on va se heurter à ces préjugés-là, et ça va produire progressivement un renversement des valeurs. Moi, il me semble en tout cas. Parce que c'est vraiment ça, parce qu'à la moitié du film, il y a, comme tu dis, une inversion des valeurs. Au départ, Hélène, elle se croit un peu toute puissante, elle y va comme elle va dans ses banlieues comme ça, sans rien craindre, et au bout d'un moment, elle manque de mourir. Et à ce moment-là, il y a une inversion complète. Au départ, en fait, elle étudie Candyman et ses cités, et en fait, il y a une inversion complète qui fait qu'à la moitié du film, ça se retourne comme un gant, et en fait c'est Candyman qui va l'étudier elle et qui va faire des expérimentations sur elle. Alors qu'on la prévient depuis le début au passage, puisque le personnage de Bernadette est là aussi
pour la prévenir, ce petit garçon qu'elle va croiser. En plus, bon, il y a tout ce côté avec cet enfant justement qui est sur la question de la croyance, etc., qui est important, avec l'enfant qui semble voir, qui semble connaître, qui sait ce qui se passe aussi, qui va mener au passage à la toute fin lorsqu'il y a ce grand brasier qui va être fait. C'est l'enfant qui mène aussi tout ça, puisqu'il croit en fait, cet enfant à la foi en ce mythe-là quand même, il y croit à fond. Et pour le coup, elle va adopter aussi progressivement le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle va adopter le point de vue de cette culture pour lequel effectivement elle a un regard simplement anthropologique et un petit peu condescendant, surpuissant, et progressivement elle va se faire dévorer par ce mythe qu'elle regardait de manière extérieure, et progressivement, effectivement, comme tu dis très très bien, elle devient l'objet d'étude du Candyman. En fait, elle y est forcée au fur et à mesure par le Candyman, parce qu'en fait, au début, il y a une mise en perspective de la vie des Afro-Américains au début du film, qui vivent dans la peur que les forces de l'ordre ne les accusent de quelque chose dont ils sont pas coupables. C'est ce que dit Anne-Marie au début. Et en fait, c'est ce qui arrive exactement, ça s'inverse, et c'est ce qui arrive à la moitié du film à Hélène, où les forces de l'ordre vont l'accuser de quelque chose qu'elle n'a finalement pas commis, ou de ce qu'elle croit ne pas avoir commis, en tout cas d'une certaine façon. Mais il y a une inversion comme ça des valeurs à la moitié du film, et de toutes les valeurs de mise en scène, les valeurs de narration, les valeurs, enfin, c'est vraiment fascinant de ce côté-là. C'est beaucoup plus profond que ce qui nous paraît au premier abord. Et puis il y a un fond aussi alors ça dont tu m'en as parlé un petit peu en off, tu m'avais très bien dit, on y reviendra sur le 2021, mais cette idée du film sur l'oubli. Ça, pour moi, c'est vraiment le deuxième. Le premier n'est pas forcément un film sur l'oubli. Moi, je pense que c'est plutôt alors c'est pour ça que je rebondissais là-dessus en disant que pour moi, c'est plutôt un film. Le premier est un film sur la réminiscence, le souvenir, sur cette idée de. Encore une fois, le Candyman, c'est une instance abstraite, c'est un concept. C'est pour ça que moi ça me choque pas que dans le 2021, on aura plusieurs Candyman, parce que le Candyman est l'émanation de cette colère, est l'incarnation de cette colère des laissés pour compte qui sont parqués dans ces sortes encore une fois, de banlieues qui sont en pleine asphyxie sociale, qui sont des sortes de trucs quasi post-apocalyptiques dans leur représentation. Et il est ce qui va amener au souvenir. Quand il dit justement à Hélène, quand il va pour la première fois, il me semble que c'est quand il va la première fois dans le parking, et qu'il dit Be my victim, où il lui demande d'être sa victime, elle va devenir le catalyseur, elle va devenir ceux qui attirent l'attention, puisque fondamentalement ce qui se passe dans ces banlieues, ce qui se passe pour les Noirs américains, on s'en fout, puisqu'ils sont noirs, sous-entendu. Là, tout d'un coup, ça va se catalyser sur une blanche, donc finalement, elle va attirer tous les regards. Ah bah c'est dit dans le film. Voilà. À un moment, c'est même Hélène qui le dit. Il a fallu quand il y a des noirs qui se font tuer à Cabrini Green, on n'en a rien à faire. Mais là, une blanche se fait attaquer, donc elle parle d'elle-même, et on met la cité en lockdown. Tout à fait. Et c'est dit littéralement dans le scénario, justement. Il y a quelque chose de très salvateur, de nécessaire en fait dans ce discours-là. Je trouve que c'est un film qui a quelque chose de très militant, moi je trouve. Surtout à l'époque où c'était un peu compliqué. Il y avait eu un gros tollé d'ailleurs où les studios en fait avaient fait des vérifications auprès des populations afro-américaines pour vérifier que on avait bien le droit de faire un méchant noir. Et en fait, il y avait eu justement un gros retour des populations afro-américaines qui disaient oui. Pourquoi est-ce que Freddy Krueger ou Dracula ne pourrait pas être noir? Et au contraire, il y a plusieurs personnages qui ont dit voilà, avec Candyman, on a enfin notre Dracula. Donc ça veut dire que c'est quand même un film qui a créé quelque chose qui n'existait pas avant. Donc à un moment, il faut taper du poing sur la table et il faut dire voilà, ça existe et voilà la réalité des choses et il faut en parler. Et c'est ce que dit d'ailleurs le 2021 avec un peu moins de subtilité, mais dans l'œuvre principale de Anthony McCoy, l'artiste, donc s'appelle Say My Name. C'est évidemment le renvoi à Black Lives Matter, à George Floyd, à Say Their Name, Say His Name, qu'on a vu ces dernières années. Et là, ça prend pour moi encore moins de pincettes. Mais là, c'est plus l'écriture de Jordan Peele que de Nia DaCosta pour le coup, dans le côté un peu plus on y va avec des gros sabots. Mais ça reste quelque chose d'important. Surtout que dans le 2, d'ailleurs, la critique sociale, c'est très marrant qu'elle soit dite par la critique d'art blanche, alors que finalement, encore une fois, il y a une inversion des valeurs. Mais on va y revenir un tout petit peu après. J'aurais aimé terminer sur le premier d'abord, sur le fait que justement qui travaille la légende urbaine,
en profondeur, parce qu'en fait, quand on questionne le film, c'est quoi le Candyman? On nous dit que c'est Daniel Robitaille, donc, qui est mort il y a 100 ans, qui avait été torturé, qui est donc l'histoire qui est à la base de la légende, mais en fait, d'où est-ce qu'il s'appelle Candyman? D'où est-ce qu'il faut le dire 5 fois son nom dans un miroir? En fait, c'est une légende qui est amalgamée à une autre de cet homme en fait qui passait à travers les miroirs, donc dont on a parlé tout à l'heure, qui existe vraiment pour le coup. Et donc c'est un espèce d'amalgame des deux qui devient en fait le Candyman, l'homme bonbon, parce que il y a aussi une autre histoire d'une personne qui enveloppait des lames de rasoir dans les bonbons et qui les donnait aux enfants. Donc déjà, il y a cette espèce de figure un peu évanescente, un peu superposée, et puis, de plusieurs personnes à la fois qui forment cette légende urbaine. Exactement, en fait, ce que Candyman va faire avec Hélène, où au fur et à mesure, elle va lui rajouter de plus en plus de meurtres, de plus en plus de trucs sur le dos, pour la recréer en tant que légende. Et en fait, pour moi, c'est le lien avec celui de 2021, où justement il y a cette légion de Candyman différents qui ont tous plus ou moins la tête de Daniel Robitaille. C'est un inconscient collectif, une espèce de terreur générationnelle qui prend forme humaine pour exercer une sorte de vengeance. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la nouvelle originale, c'est pas il faut dire son nom 5 fois devant un miroir, c'est si jamais on remet en question son existence. Ce que fait d'ailleurs Hélène au début, elle remet en question son existence et c'est pour ça qu'il lui apparaît. À ce moment-là, il apparaît, il vous tue. Donc oui, c'est un film qui fonctionne vraiment sur les principes de la légende urbaine en fait, parce que il est construit comme une légende urbaine. On ne sait pas exactement qui est Candyman. Au début, on nous dit que c'est Daniel Robitaille, donc cet homme qui est mort il y a 100 ans, mais en fait il y a effectivement ce crochet dans la légende, mais il y a rien il n'y a pas vraiment cette idée de dire 5 fois son nom dans un miroir. Il n'y a pas cette idée-là. Elle vient de la deuxième histoire, qui est cet homme qui passait donc à travers le miroir et qui a tué la voisine d'Anne-Marie McCoy. Donc en fait, c'est un amalgame de toutes ces histoires, de toutes ces légendes qui forment l'histoire de Candyman, celui dont on parle dans le film. Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'en fait, on ne sait même pas dans l'original qui est Candyman, parce qu'il est la légende urbaine d'amalgame de plein de choses, les unes avec les autres. Et pour moi, c'est parfaitement normal, et c'est le reproche qu'on a fait un peu au deuxième, que dans le deuxième, il soit également cette figure évanescente de plusieurs personnages comme ça, en même temps tous regroupés sous la figure de Tony Todd, donc de Daniel Robitaille. Et une espèce, finalement, Candyman, c'est une légende, c'est un inconscient collectif, une espèce de terreur générationnelle qui prend forme humaine pour exercer sa vengeance. Et à partir de là, pour moi, c'est ça le point de dialogue, en fait, entre les deux films. C'est quelque chose qui existait déjà dans le premier film, ce côté superposition de personnages et de légendes. C'est une créature en tant que telle. Le Candyman est un monstre assez intéressant en fait à traiter, parce que il a pas ce côté figé que peuvent avoir d'autres figures du boogeyman, d'autres boogeyman du cinéma d'horreur, où ils sont figés à un personnage, où ils sont figés à, on va dire, une émanation extrêmement précise. Là, effectivement, tu parles de terreur générationnelle. Il y a quelque chose, encore une fois, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, le Candyman, c'est un concept vide en fait que tu peux remplir de plein de choses, que tu peux construire de la manière que tu veux, qui est un discours, qui est quasiment quelque chose de l'ordre du discours, qui représente quelque chose de concret, qui représente une posture, pourquoi pas critique, sociale, etc. Et à l'intérieur duquel tu peux modeler comme tu veux, avec des éléments quand même qu'on peut retrouver, parce que tu sais que tu parlais aussi de tous ces différents amalgames de trucs. Il y a quelque chose qui je trouve aussi intéressant, parce que le fait de répéter aussi 5 fois Candyman dans le miroir ramène aussi à une légende que les Américains connaissent bien aussi, qui est la légende de Bloody Mary aussi, qui je trouve aussi est amalgamé en plus, donc qui ramène à une légende urbaine qui a une réalité dans le monde extérieur au film, parce que la légende du Candyman elle est inhérente à la diégèse du film, mais qui ramène aussi à un autre mythe extérieur que chaque jeune américain a dû faire à un moment dans sa vie, se foutre devant un miroir et dire Bloody Mary 3 fois. Donc il y a plein de choses en fait qui font que, au-delà de la réalité du film, ça fait écho à ma propre réalité, et ça ramène encore une fois cette idée de la porosité entre le monde extérieur au film et le film lui-même. Et il y a un petit truc aussi sur lequel je voulais rebondir, que tu disais, qui était intéressant, parce que je trouve qu'on peut faire des ponts quand même avec d'autres boogeyman, et notamment avec Freddy Krueger, qui je trouve est un des personnages les plus intéressants aussi du répertoire horrifique globalement, parce que derrière il y a tout un
un univers qui est extrêmement étayé, ou que tu peux en tout cas toi visiter à loisir, même si c'est pas forcément détaillé dans les films. Mais cette idée du rapport à la croyance aussi, qui est intéressant, puisque le personnage de Freddy Krueger, il n'existe que si on le craint, et donc si on le craint, c'est qu'on croit en lui, puisque si on veut que la crainte existe, il faut qu'on soit convaincu que cette chose existe pour pouvoir la craindre. Et là, c'est un petit peu le même système aussi, c'est-à-dire que le Candyman n'existe que si on croit en lui, que si on se souvient de ce qu'il est. Et c'est pour ça, au passage, qu'il choisit le personnage d'Hélène, comme pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, comme catalyseur qui va permettre de focaliser l'attention sur lui et de le faire exister par le biais de la croyance qu'ont les gens, ou la foi qu'ont les gens en lui. Justement, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très intéressant que dans la nouvelle de Clive Barker, en fait, il faut pas du tout dire Candyman 5 fois dans le miroir, mais c'est dans The Forbidden, il apparaît aux gens qui ne croient plus en lui. Oui. Et c'est le principe de Freddy Krueger. Il vous tue si vous croyez plus en lui, si vous osez mettre en doute son existence. Et c'est ça qui est terrifiant pour le spectateur, fondamentalement, puisque le spectateur qui est dans la salle ne croit pas en ces créatures, et ça ramène à cette idée-là aussi que quand je vais voir le film, j'y crois pas, je peux en faire abstraction, je peux m'enfuir de cette peur qui m'est proposée, et en même temps, ce qu'on te dit dans le film, c'est que moins tu y crois, plus tu mets en colère la créature qui va venir se manifester à toi pour que tu y crois. Et donc je trouve qu'en termes de terreur, moi quand je l'ai vu, tu disais tout à l'heure, tu l'as vu à 12-13 ans, j'ai dû voir à peu près au même âge, et moi c'est ça fondamentalement qui m'a terrifié, c'est que voyant le film, j'ai eu peur, j'ai eu envie de le fuir comme tout enfant, comme tout spectateur qui a peur, en se disant ça n'existe pas, mais justement le discours du film est de te dire c'est parce que tu es convaincu qu'il n'existe pas que tu vas renforcer son existence, parce qu'en renforçant son existence, il va essayer encore plus de te faire adhérer à cette croyance. Et moi, ça me terrifiait, enfant. Mais de toute façon, tout le film joue là-dessus, parce que il va nous faire, comme je disais tout à l'heure, douter de la véracité de ce qu'on voit à travers le personnage d'Hélène. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que toute la structure du film renvoie à son mythe, renvoie à la place du spectateur, c'est vraiment un espèce de miroir infini où tout le monde se passe la balle, où on n'arrive jamais à savoir en fait à quel endroit se positionner. C'est vraiment, pour moi, c'est le film du porte-à-faux. Et c'est incroyable. Et chez moi, c'est bien quand tu parles. Alors, si tu voulais, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, parce que j'aurais basculé sur cette idée que tu parlais du miroir infini pour basculer sur la version 2021, parce qu'il y a cette séquence dans l'ascenseur, moi, qui immédiatement fait écho pour moi cette idée du miroir infini, où on a le personnage d'Anthony McCoy qui se trouve dans cette séquence-là avec ces miroirs qui se reproduisent à l'infini. On a une sorte de profondeur de champ qui est absolument abyssale, par le biais des miroirs, que je trouve assez terrifiante. Alors, c'était une manière de basculer, mais alors, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur l'original pour le coup? Évidemment, j'ai plein de choses, mais je pense que ça serait pas mal de passer au suivant. Eh ben, dans ce cas-là, on va basculer. Donc on est sur un film réalisé par Nia Costa, c'est important. Alors c'est son second film, elle a commencé dans le documentaire. C'est produit par Jordan Peele, c'est aussi co-scénarisé par Jordan Peele. Jordan Peele, vous connaissez pour Get Out, pour Us, entre autres, mais c'est important d'en parler parce que fondamentalement je trouve qu'il y a la patte Jordan Peele, elle est quand même très très présente dans l'approche globale, dans la manière d'approcher l'horreur avec une dimension sociétale. Alors c'est pas le seul à l'avoir fait, bien sûr, mais il a une approche très singulière de ce type d'horreur, de cette approche de l'horreur. On va suivre pour le coup ici plutôt donc un artiste qui est un peintre, qui est pour le coup en couple avec une jeune femme qui il me semble qu'elle est galériste pour le coup, et c'est donc grâce en partie à elle qu'il va exposer. Et bon, pour le coup, il va lui aussi un petit peu comme Ellen Line, il va être mis en relation avec la légende du Candyman. Et progressivement. C'est d'ailleurs un artiste plus ou moins. Il est pardon, désolé. Elle est galériste et il n'est exposé que grâce à elle, parce qu'en fait c'est un artiste déjà un peu passé. On nous explique à un moment que il a été une figure et que maintenant il a plus rien à dire. Et ça fait partie des parallèles qu'on peut faire avec le précédent film, un truc qui a existé et qui maintenant finalement dans la vie d'aujourd'hui n'est plus grand chose, quelque chose qu'on a oublié. Tout à fait. Je suis désolé, il fallait que j'interrompe là-dessus parce que sinon j'allais l'oublier. Ah non, mais tout à fait, n'hésite pas à m'interrompre, surtout. Il y a pas de souci.
Mais alors, justement, pour avancer là-dessus, justement, alors il y a cette idée, effectivement, moi c'est la première chose qui m'a frappé en le voyant, et qui est posée dès l'entrée, hein, c'est-à-dire dès que vous avez le logo Universal, t'en parlais très bien d'ailleurs dans ta vidéo sur Jurassic Park, sur Universal, dans le cadre de chez Spielberg par exemple, qui est déjà une porte d'entrée dans l'univers qu'on va proposer par la suite, on est déjà immergé dans l'univers, et il y a déjà du sens effectivement derrière. Là, évidemment, le logo Universal est inversé automatiquement, le logo de la MGM qui va suivre est aussi inversé, et on commence sur un générique qui, là où on avait un plan zénithal sur les buildings et qu'effectivement on passait des quartiers riches au quartier de Cabrini Green, avec effectivement, comme tu l'as très bien dit, hein, juste pour resynthétiser ce lien avec le pont, avec la porosité aussi entre ces deux univers-là, entre ces deux espaces. Là, on a un plan plutôt en contre-plongée sur des immeubles qu'on voit donc à l'inverse, tout est inversé encore une fois, et c'est la note d'intention du film. Et la deuxième note d'intention, je la vois dès le début du film, c'est-à-dire qu'on a ce plan avec tout le fond, on verra sur le côté, c'était le choix esthétique des théâtres d'ombre, que je trouve être une idée absolument géniale, qui ramène à Platon, mais ça peut-être j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, avec ce lien immédiat avec George Floyd notamment, et puis avec Black Lives Matter justement, avec ce petit garçon qui joue avec son théâtre d'ombre et qui voit donc dans cette petite histoire qu'il se raconte, un flic braquer un noir en le braquant dans le dos. Donc ça se passe en 1977 au début, comme quoi on a déjà des échos historiques, et on entre progressivement donc dans cet univers qui est complètement inversé. Donc on a vraiment ce jeu du miroir inversé qui va se poursuivre absolument pendant tout le film. Je tiens à dire que le théâtre d'ombre là dont tu parlais est vu dans un miroir. Tout à fait. C'est un zoom arrière qui part d'une projection, hein, ce petit garçon avec son théâtre d'ombre, et quand on dézoome, on se rend compte qu'on est encore dans un miroir. Et ça, c'est avant le générique qui est filmé également en miroir, où il y a tous ces buildings, et ça reprend, en fait, ça inverse le générique du premier. Donc on avait une plongée totale sur la ville de Chicago, et là on a une contre-plongée totale, et en plus la caméra est à l'envers, donc on a l'impression en fait d'avoir ces buildings qui tombent dans un espèce d'abîme, et on passe du jour à la nuit en plus. Donc tout le film a travaillé sur l'inversion, et ce générique justement termine sur la caméra qui tourne sur elle-même pour nous faire découvrir des personnages qu'on croit qu'on va suivre, mais en fait c'est même pas eux qu'on va suivre. Donc en fait il y a une espèce d'inversion complète du premier film, qui est effectivement, comme tu dis, une note d'intention avant même qu'il y ait la première phrase du film. On a une note d'intention très très forte du point de vue de la réalisation. Et en plus, il y a au-delà du côté miroir inversé, on en parlera aussi, mais pour moi, il y a un travail de boucle aussi dans le film, c'est-à-dire que cette note d'intention du début fera écho immédiatement à la fin, avec toute la séquence des flics qu'on trouve à la fin, qui fait vraiment écho à ce premier jeu d'ombre avec le petit garçon. Et en plus, qui seront en nombre aussi, ces policiers qu'on voit en nombre à la fin, comme le théâtre au début. De toute façon, tout le film ne travaille que sur ce qui est arrivé arrivera à nouveau, sauf si on arrive à expliquer aux gens, à raconter ces histoires pour faire en sorte que ça n'arrive jamais. Autant que le premier, il fallait surtout pas dire le nom du Candyman. En fait, dans le 2, enfin dans le 2021, tout le but va être de le dire le plus possible, en fait, pour redécouvrir ça, et pour ne pas que ça arrive à nouveau, pour briser cette boucle. Et le film, de toute façon, est formé en c'est très marrant, en fait, d'ailleurs, ce film, parce que si on le voit comme un remake, quasiment chacune des scènes a son pendant dans le premier. On nous raconte une histoire, en fait, dans le premier au début, l'histoire avec Ted Raimi dont on parlait tout à l'heure, et dans le 2, on nous raconte l'histoire, en fait, du premier film. Il va y avoir cette approche aussi documentariste, où Hélène, dans le premier, arrive avec son appareil photo, et lui, en fait, il va faire exactement la même chose. Il va revenir sur Cabrini Green avec son appareil photo, et ainsi de suite. Et toutes les scènes, on va avoir aussi le dîner qu'on avait dans le premier avec ces espèces d'infâmes éminents professeurs de l'université qui sont hyper condescendants envers Hélène. Justement, il y a tout le principe, en fait, de la féminité dans le premier qu'on n'a pas évoqué, où justement elle n'est pas du tout prise au sérieux. Et donc il y a ce dîner, on aura exactement le même avec ce dîner avec les éminents conservateurs des musées à New York dans le 2021. Enfin, on a toutes les scènes, en fait, se répondent en miroir dès qu'on va réfléchir un petit peu. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on sent qu'en fait ça a été vraiment réfléchi. C'est pas
que on va faire une suite, on va faire un remake, on va faire 2-3 clins d'œil au premier. Ça travaille en profondeur en fait le film. Il y a vraiment, on sent que Nia DaCosta a un amour profond pour le premier film et c'est rare parce qu'elle va pas non plus on va dire le sacraliser, parce que elle va le remettre en question sur pas mal de choses. C'est pas une sacralisation comme dans le Star Wars 7 où il y a le Millennium Falcon qui est vu en contre-plongée oh mon Dieu, c'est magnifique, alors que dans le Star Wars 4 on en parlait comme un vaisseau poubelle en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant la manière dont elle va interroger le premier film, jusqu'au fait que les premiers personnages qu'on voit sont des personnages qui sont donc un couple homosexuel, et que Clive Barker lui-même soit homosexuel. Lui qui a écrit donc la nouvelle d'origine, il est homosexuel et il est en couple avec un Afro-Américain depuis de très très nombreuses années. Et on a ce couple mixte qui ouvre le film. Et il y a un des personnages du film qui s'appelle Clive. C'est vraiment un miroir complet, mais sur toute la construction et toute la réflexion qu'il y a derrière. C'est sûr que tu parles du couple mixte, c'est aussi le cas au passage, c'est juste une petite parenthèse, mais Jordan Peele aussi, qui est aussi en couple avec une blanche aussi. Donc oui, c'est intéressant, et ça d'ailleurs c'est au passage le seul, parce que le film, alors ça c'est un truc, moi je voulais en parler et savoir un petit peu ton avis, parce que moi évidemment c'est un truc qui m'a profondément irrité. J'ai lu à plein d'endroits que certains critiquent considéraient le film comme étant raciste, qui faisait preuve de racisme anti-blanc, parce qu'il y avait que des blancs qui mouraient, ce que je trouve absolument insupportable, parce que pour moi ça témoigne d'une incompréhension absolument totale du film, qui est tout sauf ça. C'est plutôt un film qui a pour moi un fabuleux message sur la tolérance aussi, au-delà de ça, dans tous les messages qu'il peut proposer. Je trouve qu'il y a un fabuleux message là-dessus. Et il y a effectivement dans ce couple homosexuel, il y a un blanc qui ne meurt pas et qui est très sympathique. Donc je trouve pas du tout qu'il y a effectivement il y a tous ces personnages qui gravitent autour de la galerie d'art, notamment le mec qui gère la galerie, qui est un gros enfoiré effectivement. Mais je trouve que ce personnage-là est intéressant parce que on parlait tout à l'heure des échos faits au premier. Là, on a cette séquence slasher pure qui a ce côté slasher brut de décoffrage. Je vais me permettre de le dire bête et méchante. Parce qu'en fait, le Candyman est invisible à ce moment-là, oui, et ça fait partie aussi de tous les trucs du film. Pour moi, c'est un film qui se passe en fait dans le miroir du premier, comme si on était de l'autre côté du miroir. Il y a ces abeilles qui essayent de sortir du miroir à chaque fois, et on ne voit en fait pas le Candyman jusqu'à la fin du film. Tout à fait. Il n'est que présent dans un reflet. On le voit pas pendant cet assassinat, d'ailleurs, qui est pas, à part la gorge de la petite étudiante là qui se tape, qui est effectivement ouverte dans une séquence assez gorasse, assez jubilatoire. Mais après lui, c'est quasiment filmé hors champ derrière un mur. Il y a des plans qui sont magnifiques où il s'élève dans les airs parce qu'il est enlevé par le Candyman. Et en fait, comme on voit pas le Candyman, c'est une séquence très étrange. Et pareil, il y a un assassinat qui est absolument génial qui se fait en fait dans une scène de transition. On reparlera de la critique d'art, mais la critique d'art donc, qui est tuée en fait dans une séquence de transition où il y a Alexander McCoy qui s'en va de son appartement. Et la caméra donc fait un espèce de grand travelling arrière en drone depuis son appartement sur la ville de Chicago. Incroyable. Et pendant ce plan de transition qui devrait normalement arriver sur la séquence d'après, il y a le meurtre de cette femme, alors que la caméra est en train de partir déjà et où on voit pas le Candyman non plus. Et en fait, le seul moment où il va arriver dans la réalité, où il sera pas dans un miroir, c'est à la fin, quand on se remet à croire en lui et au moment où il dit « raconte mon histoire » pour justement que cette boucle ne se refasse pas dans le temps. C'est le seul moment où il a une apparence, où il redevient corporel en fait, et où justement il reprend l'apparence de Daniel Robitaille, donc de l'acteur du premier. Mais pardon, je suis désolé, je continue sur un truc. Je t'en prie. Quand tu disais qu'il avait été taxé de racisme anti-blanc, au contraire, je trouve que le 2021 va vraiment interroger cette middle class afro-américaine qui va critiquer au début. Ils disent oui, les blancs ont gentrifié la Cabrini Green et ils ont fait des immeubles de standing, tout ça. Franchement, c'est connards de blancs. Et en fait, à ce moment-là, dans la conversation, il y en a un qui dit mais en fait, vous habitez, vous, tout à fait, la middle class afro-américaine,
qui est en train de parler d'immobilier et de bon vin, de Cabernet d'Anjou et de trucs comme ça qui est dans le frigo, mais en fait il faut prendre ce vin et pas ce vin. Vous vivez dans ce quartier qui a été gentrifié, dans cet immeuble qui a été construit justement, et en fait il leur met en miroir ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus ces gens qui détestent. Et en fait, je trouve ça super intelligent dans le scénario, de ne pas faire les méchants blancs, mais de remettre en question cette nouvelle middle class afro-américaine qui a oublié d'où elle venait. Et pour moi, c'est pour ça que ce film n'a pour principe que l'oubli. En fait, l'oubli d'où on vient, exactement comme Alexander McCoy, qui ne sait pas, qui a oublié d'où il venait. Il n'est pas né dans le South Side de Chicago, il est né à Cabrini Green, il va l'apprendre dans le film. En fait, il est né à cet endroit-là, mais il l'a oublié. Et c'est que un film qui va travailler sur, ce sont des choses qu'on a oubliées. Ne serait-ce qu'au début du film, le petit gamin là avec le premier Candyman, il va au lavomatique et il oublie une chaussette. Ça peut paraître anodin, mais c'est que des choses qu'on va, dans le film, qu'on va oublier, qu'on va laisser derrière, exactement comme on a laissé derrière ce film qui a finalement, même dans ses suites, n'a pas vraiment eu d'héritier. Et un film que les jeunes vont voir de nos jours, le 2021, sans même connaître l'existence du film d'origine. Pour moi, c'était vraiment un film sur l'oubli et la mémoire, raviver cette mémoire, et également la mémoire cinématographique. Pour moi, c'est Nia DaCosta, son apport. C'est un film qui parle de cinéma. C'est pas pour rien que le premier plan du film, ça soit une projection, en fait. Ce théâtre de marionnettes que le gamin va refaire sur son mur, quelque chose dont on va à nouveau parler, une histoire qu'il recrée, comme on recrée ce film pour à nouveau en reparler. C'est un film effectivement sur le cinéma, sur les origines du cinéma avec le théâtre d'ombre. Et moi, alors ça c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais moi j'y vois vraiment quelque chose de très platonicien dans la manière de traiter le théâtre d'ombre avec la question de l'allégorie de la caverne. Parce que la question de l'allégorie de la caverne chez Platon, c'est quoi ? C'est un questionnement sur la vérité aussi. Sur des histoires qu'on va raconter, sur ces gens qui sont enfermés dans la caverne, à qui on propose des images et qui pensent, parce qu'ils ne voient ça depuis qu'ils sont nés, que c'est la vérité. Et c'est justement par le biais du fait qu'on va se retourner et qu'on va aller voir ce qu'il y a derrière ces images-là. Et je trouve que ça va très bien avec la légende urbaine, en fait, sur le questionnement sur réalité et fiction, puisque la fiction qu'on nous propose dans la caverne n'est qu'une fiction qu'on prend pour la réalité. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'à 2 reprises, d'ailleurs, le mythe de Daniel Robitaille est expliqué 2 fois, mais de manière différente. Et dans un premier temps, ceux qui n'auraient pas vu l'original peuvent très bien prendre pour argent comptant ce mythe-là, et on va révéler la vraie histoire, entre guillemets, mais tout ça reste qu'une fiction et une légende. Un petit peu plus tard, on va raconter vraiment jusqu'à ce final, justement, à ce climax, avec le second antagoniste du film, si on peut appeler un antagoniste, entre guillemets, qui va remettre en scène de manière viscérale, si je puis dire, gore, l'histoire de Daniel Robitaille, chose au passage qui est un écho plutôt à Candyman 2, le film donc alors je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le réalisateur c'est Bill Condon qui avait réalisé ça, où on voit vraiment les sévices et le calvaire de Daniel Robitaille véritablement montré. Et là les plans sont quasiment repris à l'identique, donc ça c'est assez marrant parce qu'elle fait quand même écho à Candyman 2 sur ce point-là, qui est pas un très bon film au passage, mais ça on n'a pas s'étalé dessus. Mais je trouve voilà qu'il y a ce côté sur l'interrogation, sur la vérité. Je trouve que c'est vraiment renforcé par le théâtre d'ombre, non seulement parce que ça ramène à l'histoire du cinéma de manière globale et à ses origines, mais aussi parce que le mythe de la caverne, qu'on peut considérer d'ailleurs comme un mythe originel qui ramène à la base du cinéma, questionne justement notre relation à la vérité. Et au passage, quand on parle d'oubli et de souvenir, qu'est-ce que c'est le système platonicien, si ce n'est parler de se détourner de ce qu'on nous projette et des ombres, pour aller se rappeler des concepts, pour aller se rappeler de la vérité, ce qu'on appelle la réminiscence chez Platon. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réminiscence aussi, on doit se rappeler. Et c'est tout le but du plan du méchant, fondamentalement de l'antagoniste, on va dire, qui était ce jeune garçon à l'origine, qui est de faire se souvenir, en créant ce Candyman de toutes pièces avec Anthony McCoy. C'est ça, en fait, il crée, c'est très étrange, en fait, il recrée un martyr pour qu'on puisse en parler. En fait, c'est très étrange parce que il le dit d'ailleurs, il dit the neighborhood is caught on a loop. Tout le voisinage est pris dans une boucle temporelle. Et d'ailleurs, il y a un plan qui est très étrange. Et justement, je voulais t'interroger là-dessus, mais ça fait écho à cette boucle. Mais à la fin, juste avant qu'il se fasse prendre donc par l'antagoniste, par William, Anthony McCoy, il arrive à Cabrini Green, oui. Et
il fait vaguement nuit, et il regarde à gauche, et dans un des immeubles, il y a 3 lumières. Ça fait pam, pam, pam. Et en fait, c'est exactement les coups de feu qui vont arriver dans la séquence d'après quand il se fera shooter par le flic. Et en fait, il voit sa propre mort avant. Et je suis très interloqué par ce plan. J'ai eu la même interrogation aussi. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, si ce n'est à l'aune de ce que tu parlais de la boucle. En fait, il y a ce côté. Enfin, pour moi, au-delà d'être un film d'horreur, mais c'est aussi inhérent au cinéma d'horreur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie, d'un destin qui est déjà écrit et qu'on ne pourra pas éviter. Moi, je le ressens vraiment comme ça, et cette idée de boucle, en plus, je trouve qu'en plus, à la fin, le fait qu'on voit, mine de rien, le visage de Daniel Robitaille qui se matérialise sous cet essaim de guêpe qui est sur le visage d'Anthony, ça permet de boucler, en plus, avec le tout premier épisode à terme, en fait, de créer une grosse boucle entre le film de 92 et le film de 2021. Mais ouais, moi j'ai vu ça comme une sorte de... encore une fois, comme si tout avait déjà été fait, tout avait déjà été joué. Et que ça allait se jouer de nouveau parce qu'il n'y a pas le choix, ça se passera toujours comme ça et la boucle ne pourra pas être brisée. Elle peut être brisée si enfin on en parle. Et justement, si le 2021 commence en disant on a fait en sorte de taire son nom, surtout. Quand il arrive chez sa mère, Anthony, il dit Candyman, et là tout de suite elle fait non, chut, il faut pas. On a tous juré de ne plus jamais dire son nom et de taire ça, alors que le cercle continue, et peut-être que le fait d'en parler va briser cette boucle. J'arrive parce que c'est ce qu'il dit à la fin, Tony Todd. Il me dit propage ma légende. Mais il y a un truc, je vais juste rebondir, je me permets juste pour pas que je l'oublie, mais il y a un truc quand tu parles de propager, je trouve ça important. Il y a quelque chose aussi qui est inhérent à l'écriture de Barker, qu'on retrouve un peu chez Cronenberg évidemment, c'est qu'il y a une part pour moi dans le film de Buddy Horror aussi, puisque Anthony se fait piquer par une abeille au tout début et qui va progressivement dévorer son corps. Il va devenir une sorte d'énorme ruche. En fait, la moitié de son corps devient une ruche avec tous ces trous partout. Et il y a ce côté effectivement de la contamination aussi qui est très présente dans le film, en fait, cette idée-là que le mythe, la légende, la transmission, elle est aussi contamination, et que le fait de répéter, il y a sous ce truc-là, notamment avec la jeune fille blanche pour le coup qui vient à l'exposition d'Anthony McCoy et qui va aller contaminer ses copines dans le lycée, dans un quartier totalement différent pour le coup, puisqu'on sait pas vraiment où ça se passe. Mais on a cette scène, parce que cette séquence-là, elle est assez bizarre, parce que finalement, elle est coupée de tout. On a un tout petit peu de build-up quand elle arrive, on insiste un petit peu sur ce personnage-là. Le film continue à raconter ce qu'il raconte, et soudainement, au milieu du film, on va se retrouver dans cette toilette d'un lycée, dont on sait pas grand-chose, et on retrouve cette jeune fille, sur laquelle on s'était attardé quelque temps, et elle est avec 5 copines à elle, et elle leur raconte cette idée-là, elle leur propose de répéter Candyman 5 fois devant le miroir, et il y a cette idée vraiment de la contamination, de la contagion. Il y en a une qui réussit à sortir des toilettes, est-ce qu'elle ne contaminera pas d'autres personnes? Et est-ce que justement, et ça mène à ce que tu dis, à cette idée de faire savoir, de faire connaître, de ne pas oublier. Il y a vraiment cette idée de la contagion qui est fait à 2 niveaux, un côté quasi métaphysique, et un côté pour moi métaphysique et social, même un plan plus terre à terre, et un côté purement corporel, puisque pour moi il y a quelque chose du body horror à ces moments-là. C'est vraiment matérialisé corporellement sur Anthony. Oui, parfaitement. De toute façon, il y a aussi ce côté, comme on disait au début, où de toute façon tout est déjà préécrit, vu que Candyman avait choisi ce bébé qui est plus ou moins son bébé à lui, hein, le bébé qu'il a jamais pu avoir avec Hélène en 1890, qu'il a marqué comme s'il se réappropriait, et donc la destinée d'Anthony McCoy va être de revenir à Cabrini Green et d'accomplir sa destinée et de devenir le nouveau Candyman. Il y a beaucoup d'images en fait dans le film qui reprennent cette idée de loop, de circularité, dont un long travelling dans un couloir, oui. Juste avant d'arriver chez la critique d'art, on a l'impression qu'il tourne sur lui-même. On a l'impression qu'il fait le tour. C'est un couloir circulaire, c'est très très étrange, et on a l'impression qu'il fait une fois entier le tour du couloir avant d'arriver chez elle. Et d'ailleurs, chez elle, il y a tous les miroirs et tous les murs sont à moitié rectangulaires, à moitié circulaires. C'est très étrange. Il y a une partie circulaire, une partie rectangulaire. Je pense qu'il y a une vraie géométrie dans le film, mais de toute façon, comme il y avait une vraie géométrie dans le premier, tout ce qui a trait à l'université est circulaire. Tous les plans d'en haut de l'université, c'est plein de cercles, plein d'amphithéâtres.
Et après, à Cabrini, c'est que des parpaings rectangulaires. Oui. Il y a une opposition comme ça des deux espaces, et on retrouve cette opposition circulaire rectangulaire justement chez la critique. Mais de toute façon, oui, c'est vrai que même l'idée qu'il y avait dans le premier de la question comme tu disais tout à l'heure, hein, sur Dracula, cette idée de retrouver une certaine forme de réincarnation de sa promise, de celle qu'il a aimée, ça amène à cette idée effectivement de circularité où tout se reproduit toujours, comme dans Dracula aussi. Hein, au bout d'un moment, voilà, il était destiné à rencontrer cette femme et il est destiné à la retrouver. Et la boucle est bouclée à terme. Donc ouais, je trouve que ce motif de la boucle, du cercle, il est présent à l'échelle de chacun des deux films. Mais ce que je trouve intelligent de la part de Nia DaCosta et de Jordan Peele, c'est d'avoir créé ça aussi entre les deux films. Cette circularité, elle existe, on l'a dit, j'ai dit tout à l'heure, hein, sur le visage de Tony Todd, qui pour moi est le final, parce que Tony Todd, on le voit jamais du reste du film, on le voit juste sur ce dernier plan, qui vient boucler le mythe et qui vient boucler ces deux films, en fait. Et de toute façon, les deux films se superposent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut calquer quasiment, ça pourrait être vu comme un remake, comme une suite, et c'est ça, et en fait, c'est tout le principe, et c'est ça qui est, pour moi, qui fait la beauté de ce nouveau film, c'est que il est un remake tout en étant une suite. En fait, c'est tout le principe, c'est cette boucle qui continue, et où finalement tout se repasse, tout comme en fait, il va nous présenter les 5 morts qui ont été faits par ces blancs tués, ces personnes noires, et qui ont été plus ou moins oubliées. Et tout se répète, et en fait tous les deux films se superposent. Et pour moi, l'image qui résume parfaitement ça, c'est quand il arrive la première fois à Cabrini Green et qu'il a une photo et qui va superposer de manière parfaite au bâtiment, à l'église, en fait, qu'il voit devant lui. Donc en fait, on a la photo avant et l'église maintenant, où on a juste passé un coup de peinture, mais en fait tout est exactement le même, rien n'a changé. Et pour moi, c'est vraiment un film qui va reprendre, qui va se baser sur justement l'histoire de George Floyd, de Black Lives Matter, Say Their Name, pour dire voilà, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut montrer. Et c'est pour ça que c'est très marrant d'ailleurs que le générique de fin se passe dans un musée. En fait, c'est très étrange, on a cette projection d'ombre pendant le générique, et en fait, si on regarde, il y a des espèces de petites lampes au plafond, exactement comme dans un musée, et ça renvoie à la galerie d'art au début, où il y avait cette exposition simili-documentaire, finalement mise en scène exactement de la même façon. Et le générique est tourné en fait dans une salle de musée. Tout à fait, ouais. C'est tout à fait. Et le musée qui est le lieu de la mémoire, etc. Il y a tout ce truc-là que je trouve complètement. En fait, tout est extrêmement cohérent. En fait, il y a une sorte de cohérence absolue, autant sur le fond que sur la forme, en fait, sur ce que je veux raconter et comment je le raconte. Mais surtout que elle remet en fait tout ça en question sur comment dans notre société tout ça est fait et vu, parce que on a cette curatrice de musée qui est une connasse absolue, qui est d'ailleurs justement, on taxait de racisme anti-blanc, c'est une curatrice qui est noire au musée à New York, qui est afro-américaine, et qui va uniquement en fait surfer sur cette espèce de meurtre qui a été fait, en disant donc à sa femme, à Brianna, et quand même maintenant vous êtes connu grâce à ça, et donc on va pouvoir en fait se baser là-dessus pour pouvoir faire votre show, en fait. Et donc il y a une vraie critique aussi du milieu de l'art, pas que avec la critique d'art, l'autre infâme connasse du milieu artistique, mais en fait tout le milieu artistique, que ce soit le galeriste, la critique et la curatrice du musée à New York, sont vus comme des espèces de sauterelles qui vont profiter du buzz en fait que ça fait autour. Et le mot buzz est employé justement à dessein, parce que pendant tout le film il va y avoir plein de références au buzz des abeilles, que ce soit les téléphones qui vibrent, qui font buzz, la police quand il dit swarmed him, to swarm, c'est a swarm of bees, c'est vraiment un essaim d'abeilles. Ils utilisent les mêmes adjectifs que pour les abeilles. La curatrice justement du musée, à ce moment-là, quand elle discute avec Brianna, elle emploie le mot buzzing.
et le fond est noir et jaune. Quand la lycéenne justement quand elle est au lycée, dans cette séquence que tu disais qui est un peu en dehors de la fiction, qui est très étrange, elle a une abeille sur son dos. Il y a vraiment plein de choses à la fin quand les flics arrivent. William, donc le deuxième antagoniste, dit Here comes the swarm. À nouveau, il réutilise swarm, qui est vraiment le mot qui désigne un essaim. Partout, en fait, les abeilles vont pas être forcément très présentes, mais elles vont hanter tout le film. Oui, c'est vrai. Et au passage, pour aussi sur la question de l'art, il y a aussi, je trouve qu'il y a une analogie aussi qui est faite qui est pour moi très propre, parce qu'on trouve dans le giallo, par exemple chez Argento, mais en posant aussi que les meurtres sont des moments artistiques aussi. Je trouve intéressant notamment parce que il y a notamment, on parlait de toute cette séquence dans les toilettes justement qui est effectivement assez étrange. Il y a notamment, on ne voit pas alors, la quasi-totalité du meurtre c'est hors champ, et ça je trouve ça, il y a un travail hyper intéressant qui est fait sur le son, puisqu'on perçoit ça du point de vue d'une lycéenne pour le coup afro-américaine qui est cachée dans les toilettes parce qu'elle se fait harceler plus ou moins par ses camarades pendant qu'elles sont en train de répéter 5 fois Candyman dans le miroir juste à côté, et elles se font toutes massacrer. Donc on voit ça de ses oreilles dans un premier temps, on perçoit ça par les sons, les sons sont extrêmement brutaux, extrêmement viscéraux. Et ensuite, on a une sorte de plan qui se resserre progressivement sur son miroir pour se maquiller, et dans lequel on voit effectivement apparaître la silhouette du Candyman, et on voit quelques jeunes filles apeurées, terrifiées, se faire massacrer, mais on voit très peu. Et il y a ce travail sur les giclasses de sang, qui sont très artistiques, et qui ramènent au coup de pinceau qu'a Anthony, notamment quand il peint. Il y a ce plan notamment où on voit Anthony peindre un trait noir sur une toile blanche. Et ce qui est intéressant, c'est que les toilettes sont absolument immaculées, et qu'on a ces giclasses de sang sur le mur, cette coulée de sang aussi, qui va venir peindre en fait le lieu, qui va venir justement, encore une fois, c'est une sorte de lieu qui est complètement immaculé, qui semble complètement coupé de la réalité, coupé de la fiction, et dans lequel on va faire jaillir en fait cette horreur-là, la faire se souvenir à ces personnages qui sont des adolescentes blanches, qui sont complètement coupées de cette réalité-là en fait. Et il y a une sorte de surgissement de cette horreur, de ce souvenir sanglant, violent, au cœur de ce contexte complètement immaculé, et puis ça a l'air d'être une école plutôt de bonne famille, donc un lieu aussi protégé de toute cette violence extérieure. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété cette séquence-là, et je trouve que c'est renforcé par le fait qu'elle paraît dans un premier temps hors sujet, mais c'est justement parce qu'elle est hors sujet que de faire venir l'irruption en fait de cette horreur-là à l'intérieur, ça a du sens finalement. Mais tu vois, maintenant que tu la mets comme ça, effectivement, tu le mets en parallèle avec le côté de contamination en dehors de cette petite histoire qui nous intéresse, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Pour moi, elle a pas vraiment sa place dans le film. C'est un des trucs que je lui reprocherais, mais effectivement, sous cet angle-là, je la trouve beaucoup plus intéressante. Il y avait quelque chose que je voulais dire justement sur le fait. Avec cette adolescente, je trouve que il y avait une solution de facilité pour le film, c'était de le faire aller sur les réseaux sociaux justement, avec le fait que ça devienne viral et le fait de la contamination, et qui est pas fait. Et je trouve que ça aurait été une solution de facilité qui est vue, revue, et je trouve ça assez intelligent de pas l'avoir fait. Ça fait une espèce de demi-mesure avec ce truc des adolescents. Et je suis pas énormément fan, mais effectivement ce que tu dis est beaucoup plus intéressant. En tant que tel, moi, je m'a pas beaucoup plu sur le coup. Quand j'ai vu le film, cette séquence m'a paru assez hors sujet, et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir au pourquoi, vu que tout me semblait quand même très écrit et très travaillé. Je comprenais pas pourquoi ce hors-sujet finalement, et c'est comme ça que j'ai réussi, on va dire, à l'allier, mais ce n'est qu'une interprétation, encore une fois. Pour terminer, parce que là je pense qu'on est en train de bassiner les gens, ça fait très longtemps qu'on discute. Il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment un film qui a ses problèmes, comme j'ai dit, mais qu'il faut vraiment voir sur une piqûre de rappel, en fait, contre l'oubli. Et j'emploie pareil le mot piqûre sciemment, parce que il y a cette piqûre de rappel à Anthony, cette abeille donc qui le pique au moment précis où il arrive à Cabrini Green, où il superpose en fait devant l'église, où il superpose la photo de l'église, et qui voit la nouvelle église qui a été gentrifiée, et il y avait des tags partout, et en fait on l'a repeinte, et on a mis un coup de peinture dessus, alors que dessous existe encore, comme un palimpseste en fait, existe encore ces tags dessous. Et il y a cette abeille qui vient le piquer comme une piqûre de rappel à ses origines, c'est de là dont il vient, et ça le renvoie tout le temps à sa peau. Pendant tout le film, il va aller
essayer d'aller sous la cicatrice, il y a ces séquences un peu de body horror où il va aller sous ses ongles, sous sa cicatrice, où il va essayer d'enlever ça pour aller à l'intérieur de sa chair. Et justement, le fait que ça arrive au moment où il a oublié ses origines, où il est devenu ce bobo hipster middle class qui critiquait au début du film, pour moi, c'est vraiment le point principal du film, et c'est ça qui en fait, je pense, un film très très intéressant et qui vaut le coup d'être un peu creusé et non pas balayé du revers de la main comme beaucoup l'ont fait avec les critiques. Pour moi, c'est un film qui va vraiment interroger le film précédent, qui va interroger notre société, mais pas de la manière dont on l'attendait d'un Jordan Peele, parce que justement on lui a reproché beaucoup de dire 5 fois gentrification, alors que bizarrement ce mot-là, il est 3 fois dans la bouche de la critique, justement, où la critique va dire oui, mais c'est encore la vision de la gentrification par les artistes et les Afro-Américains. Donc elle va balayer ça, et le fait de l'avoir mis dans la bouche de la critique, je trouve ça très intéressant, et pas justement qu'il soit mis trop, que ça en fasse une critique d'une critique. Oui. Effectivement, gentrification apparaît 5 fois. Il y a 5 itérations du Candyman, et je trouve qu'aussi c'est un truc intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de donner un sens au passage à la règle des 5 fois aussi. Je trouve que dans le film il y a beaucoup d'itérations du terme du chiffre 5 qui je trouve est assez bien amené aussi. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'oubli, je vais juste rebondir là-dessus en disant que pour moi il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du manifeste contre la cancel culture aussi dans le film, puisque le film vous dit qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas cacher les choses, qu'il faut les montrer, qu'il faut les conserver pour pouvoir se rappeler. Et je trouve qu'il y a aussi ce truc-là qui, moi, m'a vachement intéressé à terme, c'est que j'ai vraiment vu un film, quelque chose qui avait une envie de remettre en perspective la question de la cancel culture et de dire non, il faut se souvenir, c'est important, il faut pas retirer, il faut pas cacher ce qui dérange, mais au contraire le mettre en avant, parce que c'est parce qu'on est au courant de ces choses-là qu'on peut faire changer, évoluer les choses. Encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, il faut, pour pouvoir faire changer cette tragédie, ce qui paraît tragique et qui paraît être un destin auquel on ne pourra pas couper, eh bien c'est par le fait de connaître ce qui s'est passé qu'on va pouvoir changer les choses. Donc je trouve que sur le point de la cancel culture, il y a un truc vraiment intéressant dans le film qui se joue, et je trouve effectivement, comme tu l'as très bien dit, que c'est un film qui m'a complètement fasciné, autant sur la forme que sur le fond, et qui effectivement je trouve a été un petit peu mis de côté, ou un peu, comme tu as dit, balayé du revers de la main par pas mal de critiques, parce que je pense qu'il y a effectivement ce côté peut-être pas très reluisant du concept de remake qui a été au début mis en avant, alors que le film a bien plus à offrir que ça et propose bien plus qu'un simple remake, mais au sens où moi, être un remake, même pour moi ce n'est pas un défaut à proprement parler, sauf qu'un remake est une réappropriation. Et je trouve que ce que fait ce film-là est vachement intéressant, parce qu'il ne fait pas un copier-coller stupide de ce qui précède, mais il se réapproprie le film, quitte à parfois effectivement le remettre en cause. Mais c'est justement ça l'intérêt d'un remake, c'est qu'il est capable de remettre en cause ce qui a été fait avant, de se le réapproprier, de recontextualiser. C'est tout à fait Rob Zombie avec son Halloween, qui est un film complètement inverse de tout ce que racontait Carpenter, et c'est détesté par Carpenter aussi par rapport à ça. Que Carpenter pourtant déteste, et c'est justement peut-être parce qu'il le déteste que c'est intéressant. Enfin moi je partirais comme Stephen King avec Shining. Tout à fait. Donc effectivement le concept, je pense qu'il y a aussi dans la tête peut-être des gens globalement à retravailler ce que veut dire une adaptation ou ce que veut dire un remake. C'est un retravail. C'est pour ça que c'est très très intéressant de regarder tout le travail que fait De Palma avec Hitchcock. Tout à fait. Où il se réapproprie, il réadapte et il met en question ce que dit l'œuvre originale dans ses films. Il a fait 5 ou 6 remakes des films d'Hitchcock en faisant des espèces de films monstres où il double les intrigues. Il fait à la fois Psychose et Fenêtre sur cour, il fait à la fois Vertigo et Psychose, et il a refait ça plein de fois, et ça c'est vraiment fascinant quand c'est intelligemment fait. C'est pas Darren Aronofsky avec The Fountain qui essaye de refaire Denis Lin sans l'avoir compris. Chez certains réalisateurs, quand ils se posent vraiment des questions sur ce qu'ils sont en train de faire, c'est super intéressant. Tout à fait. Je trouve, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, je trouve que c'est une très très belle conclusion de ta part. Mais écoute, ça me va. Écoute, en tout cas, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde en route. Les gens ne se sont pas endormis. Mais en même temps, vous pouvez écouter ça avant de dormir aussi, et puis vous pourrez écouter la suite demain, bien sûr, évidemment.
Bah écoute, en tout cas Victor, je vais te remercier du fond du cœur pour ta présence et pour tes réflexions absolument passionnantes. Avec grand plaisir. J'espère que tu as pris plaisir en tout cas à cette premier exercice podcastique, si je puis dire. Bah oui, beaucoup. J'espère juste que je suis pas parti trop loin et que j'ai pas été trop fou dans mes réflexions et que effectivement on n'a pas trop perdu les gens. Non, moi je trouvais ça, de mon point de vue, je trouvais ça très clair et je pars du principe qu'on ne va jamais trop loin. Donc c'est très bien. Pour le coup, ça me va très très bien. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis merci à toi. Nous aurons peut-être l'occasion de nous recroiser. Certainement. Mais j'espère bien. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Et puis je vais te souhaiter une très très bonne soirée et puis bonne soirée à tout le monde. Et puis... Merci à toi aussi et effectivement bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écouté parler beaucoup trop longuement de ces films, même si j'ai encore beaucoup de choses à dire. Oui, il y avait tellement, on est d'accord, il y a tellement d'autres trucs. On aurait pu faire 4 heures dessus, hein, je pense. Hein, mais pour les spectateurs, ça aurait été dur. Pour les auditeurs, ça aurait été compliqué. En tout cas, merci beaucoup et puis très bientôt et puis passez une bonne soirée, faites de beaux rêves. Allez voir Candyman aussi, c'est important de le redire. Et dernière chose quand même très importante, allez vous abonner à la chaîne du cinématographeur, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. On ne le dit jamais assez, donc je le redis encore une fois. À bientôt, salut. Ciao.